Bonjour et bienvenue à une époque formidable, fantastique. Sans sarcasme, les défis de notre époque ne devraient pas nous empêcher d'avoir de l'espoir. Aujourd'hui, nous recevons un nazi. Ça doit être le fun d'être des médias mainstream, hein? Tu peux vraiment faire n'importe quoi puis te défendre que t'as le droit, dans le fond, hein? Parce que c'est important de parler à tout le monde. Bonjour Marie. Salut Phil. Comment tu vas? Ça va bien. Ouais? Ben, on est allé voir une pièce de théâtre hier, fait que ça me donne tout le temps beaucoup d'énergie créatrice. Tu sais, je sais que ça sonne un peu comme coucou, là, mais ça me donne envie de créer, d'écrire, de lire. À chaque fois que je vais au théâtre, ça ouvre des brèches dans mon âme, là. Je trippe bien raide. Fait que, Je comprends. À chaque fois que j'écoute Ricardo à la télé, j'ai envie de cuisiner. Ricardo Lamour? Non, Ricardo Larrivée. Parce que moi, j'ai toujours rêvé de faire ça, du fromage de lait de femme. Je me disais, ça doit être sucré, ça doit être incroyable, ça doit être... Ah, le chef! Le chef. Il est à la télé. La lui. cocotte. Ben, il l'était. Je sais pas, j'écoute pas ça. Là. C'était plus une blague que d'autres choses. Non, mais c'est vrai, on est allé voir une pièce ensemble hier, puis les deux, c'est ce qui nous a marqué cette semaine. Là, ça fait 2 fois qu'on va à l'Espace Libre et honnêtement, je suis fucking fan de cette salle. C'est vrai, c'est beau. C'est une ancienne caserne de pompiers sur Fulham, coin Ontario. Puis j'adore l'espace, la salle est cool, le staff est super nice, il y a un petit bar dans le sous-sol, les toilettes sont vraiment comme... Je sais que ça a l'air de rien, là, mais des toilettes confortables, c'est le fun. Moi, j'adore les toilettes confortables, honnêtement. C'est une de mes principales raisons d'aller partout. Mais non, mais il y a comme... Les verres d'eau sont gratuits. C'est comme... c'est un la des... normalité, finalement. Hey, imagine-toi ce qu'on est rendu, genre, les verres d'eau sont gratuits, les toilettes sont confortables, Chris, allez-y, là, qu'est-ce que vous attendez? Mais ceci dit, peut-être on devrait expliquer... on est allé le mois passé à l'Espace Libre Pour voir La Grande Mascarade de Étienne Loup et Gabriel Antoine. Ouais. OK, salut, ici Gab Antoine, en direct de Sacomnoto, La Grande Mascarade. Ça, La Grande Mascarade, c'est quoi? C'est un spectacle de jeux masqués qu'on a créé, Étienne Loup et moi. On reprend le conte des 3 frères dans Harry Potter, les reliques de la mort. C'est la 2e fois qu'on le reprend. Ça ressemble à rien, là, c'est La Grande Mascarade. On a adoré, soit dit en passant. On a adoré cette pièce, on a pleuré. Gab s'est rendu notre pusher de théâtre. Oui. Puis lui, il consomme énormément de ça parce qu'il est comédien et artiste. Ouais, comme beaucoup de pushers, il consomme son propre stock. C'est un peu ça qu'il faut comprendre. Bon call. Mais oui, puis on lui a demandé, c'est ça, parce que comme c'est quelqu'un qui, effectivement, connaît son milieu, va voir beaucoup de pièces, c'est le fun, des fois, d'avoir ce pied-là, parce qu'on connaît pas tous les milieux aussi bien. Moi, je sais qui aller voir en humour. Personne. Je sais comme un peu qu'est-ce qui se passe dans le monde du théâtre parce que je suis abonnée à toutes leurs infolettes, puis je lis les communiqués de presse et tout. Mais reste que je m'en tiens aux petites salles. J'aime beaucoup les scènes de la Chapelle, le Katsu, l'Espace Libre, l'Usine C. Ben, les petites... Vous comprenez. Les pièces un peu plus indépendantes, mettons, que les textes qui viennent d'ailleurs, qui sont repris 1000 fois. Fait qu'on lui a dit, dis-nous s'il y a des affaires que tu penses qu'on aimerait, des trucs punk, des trucs différents, des trucs qui explorent, des trucs qui lui, peut-être, l'ont comme chamboulé lui-même. Puis là, il a commencé à nous envoyer des recommandations. On est allé voir La vie est une fête, qu'on a quand même bien aimé, il y a 2-3 semaines. Ça nous a divertis. Moi, j'ai jamais repensé. Genre, ça m'a pas marqué du tout. Moi, je comprends. C'est vrai que si on compare avec l'expérience qu'on a eue hier soir, je pense qu'hier soir, c'était plus marquant. Moi, ça m'a beaucoup touché hier aussi. Je trouvais ça assez viscéral comme expérience de théâtre. On est allé voir Trou Noir. Oui, à l'Espace Libre. C'est idéation, création et performance de Edon Descollines. Qui a mis l'amour dans le cœur des humains? Qui a mis la haine dans le cœur des humains? Est-ce que nos humains existeront encore dans 3000 ans? C'est l'histoire du personnage hédonien qui souffre d'Alzheimer. Il s'est créé un personnage Alzheimer. Donc, c'est comme il y a un trou noir dans son cerveau, puis pour pas oublier ce qui lui tient à cœur, il fait des listes, s'enregistre en train de parler ou de chanter ou de danser. C'est un solo multidisciplinaire. Ouais. Moi, ça m'a fucking chaviré. Là. Je suis encore hantée par certains de ses mots. Puis... Très bouleversant dans sa simplicité, mais en même temps très complexe, je veux dire, c'est ça. Il y avait du vidéo, des projections... De la danse. Je veux dire, je dis pas que c'était simple dans le sens au niveau du rendu. Dans sa forme, c'était simple. Ben, c'est-à-dire que moi, je ne connaissais pas cet artiste, puis là, on était face à un artiste très viscéral. Puis là, j'aime
pas vraiment ça, faire ça, mais je vais le faire quand même. Comparer avec d'autres artistes, parce que je pense que des fois, c'est comme quelque chose qui nous aide à peut-être comprendre qu'on l'a pas vu. Quelque chose qu'on pourrait peut-être reconnaître chez quelqu'un comme Daniel Johnston, par exemple, ou les gens qui connaissent un peu la musique de Daniel, ou sa peinture, ou ses dessins, il y a comme une simplicité que des fois, on va peut-être comparé à l'enfance, disons. Mais je pense que ça cache quand même une grande maîtrise parce que ça a l'air facile de faire des choses simples, mais c'est des fois la chose la plus difficile. En fait, il y avait quelque chose de très connecté avec cet humain-là dans son solo sur scène. C'est comme s'il était complètement sans ego. Toi, t'as dit ça. T'as dit, j'avais l'impression de regarder un artiste complètement sans ego se livrer à nous. Il était là pour nous offrir toute sa vulnérabilité et son rapport à la perte. Faut dire que Trou Noir, c'est la 3e création dirigée par un artiste avec une différence intellectuelle, qui est produit par Joe, Jack and John, une compagnie de théâtre. Puis Edon Descollines, il est neurodivergent et bipolaire. Je trouve ça important que ces gens-là aient un endroit pour performer parce que je pense qu'ils transcendent beaucoup de leur souffrance ou de leur différence par l'art. J'ai créé Trou Noir pour parler d'énergie, pour parler de l'oubli, ce que j'oublie. Et j'ai créé Trou Noir pour parler d'Alzheimer parce que je suis une poussière, une betterave séchée qui voyage dans l'océan Méditerranée pour retrouver mon chemin, pour retrouver ma vitalité, mon énergie, mon souffle de la vie. Mais ce qui était beau, c'est que c'était comme, on dirait qu'on passait d'un rêve à un cauchemar continuellement. Ça commence et tout de suite, on est dans quelque chose qui est difficile à asseoir, disons, dans un concret. Tu sais, je suis quand, je suis où, qui est cette personne qui me parle? Je ne le sais pas, mais tu réalises assez vite que c'est pas très important parce qu'au final, c'était vraiment quelque chose à propos de l'humain, puis de la perte, puis de la peur. Un exemple de ça, dans son personnage, pendant une scène, il devient en situation d'itinérance, il est dans le métro de Montréal, on entend même le bruit du métro et de la tram et aussi du... Et un agent vient le réveiller et à partir de là, il cherche une identité. Ouais, l'agent, dans le fond, lui dit « Vous n'avez pas le droit de dormir ici, monsieur. » Puis il dit « Oui, mais moi, j'ai pas de maison. » Fait que là, il dit « Ben, allez à la banque. » Fait qu'il va à la banque, il demande de l'argent pour une maison. Ils disent « Est-ce que tu as tes pièces d'identité? » Il fait « Non, je les ai perdues. » Fait que bon, ben, va au bureau de... Des pièces d'identité. Des pièces d'identité. Il va là, il se fait dire « OK, mais est-ce que tu as ton numéro d'assurance sociale? » Non. Bon, ben là, va au bureau de l'immigration, t'as pas d'identité. Est-ce que j'existe? Je n'ai pas d'identité bureaucratique. Fait que la violence bureaucratique était adressée de manière très brute, c'est-à-dire « Bonjour, 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 bonjour. Comment puis-je vous aider? Je n'ai pas d'identité. » J'avais comme jamais vraiment réfléchi à ça, mais tu sais, dans les faits, c'est ça le danger de la déshumanisation, c'est que au final, à travers ces processus-là, qui sont parfois systémiques puis parfois individuels, on déshumanise, puis c'est comme, c'est peu important, on peut pas s'accrocher émotivement à quelque chose qui est déshumanisé. Si on trouve, comme lui a réussi, je trouve, à humaniser dans ces processus-là, il y avait quelque chose de très comme choquant, puis c'est pas des choses qu'on connaît pas ou dont on n'a jamais entendu parler, mais d'y faire face avec quelqu'un dans toute son honnêteté, sa simplicité, c'était comme, oh mon Dieu, j'ai mal. Mais tu sais, chacun d'entre nous, même le plus bourgeois d'entre nous, quand tu perds ton portefeuille, tu te sens complètement nu. Puis tu sais, il y aurait vraiment une méta-analyse à faire de ça. Les cartes d'identité, là, c'est une forme de surveillance de soi. C'est-à-dire, est-ce que j'existe si je n'ai pas cette carte qui dit qui je suis, où j'habite et où je suis né et à quelle heure, et you know. Il y a quelque chose de vraiment terrifiant là-dedans. En tout cas, ça a été adressé dans sa pièce, tout en poésie. C'est un poète, c'est un grand poète, là. Il a dit des choses vraiment belles. J'ai l'impression que toute la salle avait la gorge nouée tout le long. Puis pas parce que, c'est drôle à dire, pas parce que c'était triste, ce l'était certainement par moment, mais c'était aussi très drôle par moment. Mais je pense qu'il y a comme quelque chose qui se passe avec le temps dans nos sociétés. On perd cette connexion à nos émotions, à notre humanité, à force de voir des images terribles. À l'autre aussi. À l'autre, mais à force, c'est ça, d'être isolé, d'être individualisé, de dealer toujours avec des mauvaises nouvelles. C'est comme si, à un moment donné, ce muscle-là, il est comme plus difficile à réveiller, puis probablement par réflexe de survie, tu sais, on s'éteint un peu. Mais c'est la chose la plus grave qui peut nous arriver, ça, de s'éteindre. Mais le théâtre reste un des seuls endroits, en dehors du cinéma et de la musique, où je pleure régulièrement. Parce que je pense que juste, c'est tellement vulnérabilisant, le théâtre. Moi, j'aurais nommé le hockey aussi, mais... Phil pleure au hockey. Phil pleure quand il y a un rhume, puis quand il y a le hockey. C'est
faux. J'ai jamais pleuré à cause d'un rhume. Puis, c'était des allergies. il y a un moment où Edon va dans la salle, s'adresse ouais. à quelqu'un en chuchotant et lui dit « J'ai peur. J'ai peur. » Puis là, il nomme des choses desquelles il a peur. Et là, moi, je bawl out, Phil a les yeux pleins d'eau. Puis tu sais, c'est parce qu'on n'est plus habitué de se faire chuchoter en se faisant regarder dans les yeux, tu sais. C'était un moment intense. Avoir été parce que c'était pas à moi, là, il a comme été voir quelqu'un dans le public assis sur le côté d'une rangée. Moi, je m'assois jamais sur le côté d'une rangée, là, comme cache-toi dans le milieu de la foule. Mais ça a dû être quelque chose pour ce spectateur parce que... Puis je dis pas ça d'une façon ouais, péjorative. C'était zéro agressant comme il l'a fait. Mais sa première phrase, quand il va voir le spectateur, c'est « J'ai peur de devenir violent ». Ouais. Puis il le dit d'une manière où on sait bien qu'il va pas devenir violent en le disant. Mm-hmm. Mais ça venait aussi beaucoup de... Tu sais, je pense, même sur l'affiche, la phrase qui était là, c'était des fois, j'ai peur d'oublier qui je suis. Mm-hmm. Puis je pense que c'était ça. Déplie en ce moment. C'était ça un peu le thème central de cette peur-là. Tu sais, la peur aussi de devenir violent, c'est la peur d'oublier qui tu es. Parce que je pense pas que personne n'est fondamentalement violent à la base. Puis c'est d'oublier qui on est, de devenir ce monstre-là, des fois, de devenir quelque chose d'autre. Il y avait quelque chose de tellement personnel puis de tellement intime à voir cet artiste-là travailler. Puis moi, j'ai trouvé ça bien aussi parce que c'était tellement l'extérieur des codes de tout. Puis je dis ça zéro comme professionnel, là, ni du théâtre, ni de... Mais tu sais, on le sent quand il peut y avoir des très belles pièces de théâtre ou des très beaux albums de musique qui sont très comme ancrés, disons, dans les codes de la création de ces milieux-là. Là, on était ailleurs. Je sais pas comment dire. Autant dans sa danse que dans son écriture, que dans sa livraison de texte. Ah, puis il s'enfargeait sur des mots, puis c'était correct. Je pense que c'était mieux comme ça. Parce que s'il avait livré le texte parfaitement, on aurait perdu quelque chose en chemin. Tu sais que cette compagnie-là, là, dans le fond, eux, l'idée, c'est que l'accompagnement créatif brise le plafond de verre qui limite souvent le leadership des artistes en situation de handicap. Puis ça, c'est vrai. Reste que le milieu des arts est accessible à... La bourgeoisie. La bourgeoisie, tu sais. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'enfants de bourgeois qui font de l'art, c'est qu'ils ont moins la peur de tomber pas de filet de sécurité, tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui aimeraient ça, être créatifs, mais qui n'ont pas nécessairement cette chance-là. Jeune, c'est que vite, tu termines l'école, tu dois aller travailler, tu n'as même pas des fois accès aux études supérieures, dans le sens que maintenant, tu dois rentabiliser ton existence. Si tu as des parents qui te permettent de prendre ton temps, d'explorer des affaires, puis de peut-être même dire « Hey, je vais faire de l'art, puis ça se peut que pendant 7 ans, je fasse pas une scène, mais c'est pas grave, je vais tenir debout. » C'est ça aussi, là. Puis c'est pas... Mais rentabiliser son existence, Phil, c'est genre la plus belle chose que tu as jamais dite, mais la plus effrayante. Mais c'est une vérité, ça, maintenant. Il faut rentabiliser son existence. Je veux dire, on est même rendu à rentabiliser... son corps. Son corps, sa vie, son temps. C'est ça pour pas mal tout le monde. Puis, en tout cas, mais j'ai vraiment... Même nous, ça... là. Ben même non, nous, oui. on a besoin de vous, sinon... Il n'y en a pas de podcast, tu sais. Ouais, il y a comme rien qui peut exister. Il y a presque plus rien qui peut exister sans que ça soit rentable. Certainement que tout n'était pas parfait il y a 100 ans, ou il y a 200 ans, ou il y a 500 ans. Mais des fois, d'y repenser à ça, que tu as moins de congés puis d'espace pour toi qu'un paysan du Moyen-Âge, c'est inquiétant. That's fucked up. On vit vraiment dans un monde où chaque minute est comptée. Puis si tu n'es pas en train de travailler pour quelqu'un puis de générer de l'argent, tu dois certainement être en train de t'occuper de ton chez-toi, de ton corps. Il faut faire de l'exercice, il faut s'occuper des enfants, il faut préparer les repas. Tout est comme comptabilisé. Puis combien de minutes il reste aux gens à la fin d'une journée pour penser, pour ressentir, pour... Tu sais, on est en train de performer nos vies tout le temps. C'est même, je reviens à ça, Gab, qui nous propose des shows, prend de son précieux temps, en dehors de tout ce qu'il fait dans la vie, pour nous aider à mieux... OK, moi, il a envoyé 20$. Ah, il faut payer Gab. Faut payer Gab, Mais ça pour dire, c'était vraiment... C'est vrai, je me suis endormi hier en repensant à ça, en repensant des phrases qui m'avaient frappé dans ce spectacle. Très puissant. On devient âgé, on devient adolescent, on redevient l'enfance, bébé naissant, on oublie nos origines, notre géographie. Notre imagination est comme une abeille qui devient une vache sans intelligence. Les gens jettent de la nourriture pendant que d'autres crèvent de faim. Il a juste dit ça, c'est tout simple, mais c'est la manière dont il livre, puis qu'il dit, puis qu'il danse autour de ça. Il y a des gens qui transcendent un peu. C'est pas tout le monde qui a la même capacité, disons, de parler puis de faire ressentir aux gens. Puis c'est pas nécessairement un défaut non plus. Là. Je veux dire, on a chacun notre façon d'habiter le monde.
Mais ça, c'était vraiment un artiste comme il y en a peu, où justement des phrases ou des idées qui sont pas nécessairement complètement nouvelles pour toi sont comme redécouvertes dans cette espèce d'authenticité. Je déteste ce mot, mais il y avait comme quelque chose de profondément vrai avec cet humain-là qui fait presque peur. On dirait qu'on n'est plus habitué, on est tellement tous dans la performance que quand on voit quelqu'un juste être, on est comme « My God, comment il fait? Comment il fait pour juste exister puis pas avoir honte d'être un humain sale et dégoûtant? » Tu sais, on dirait que c'est ça notre rapport les uns avec les autres. Puis je pense que c'est une peur qu'on se crée pour nous aussi, de si moi j'existais vraiment puis que les gens me voyaient, oh mon Dieu, ils me détesteraient, ils me trouveraient sale, ils me trouveraient laid, ils me trouveraient pauvre, ils me trouveraient dégueulasse. J'ai pas le visage refait, j'ai pas assez du beau linge, je suis pas présenté, je suis pas présentable. Mais je pense que quand quelqu'un le casse, ce mur-là, c'est très troublant aussi, mais c'est très important. Oui, comme tu disais, la pièce me hante encore. Donc, voilà. Je sais que ça joue jusqu'au 11 octobre, donc au moment où vous écoutez cet épisode, c'est terminé. Par contre, vous pouvez aller suivre le travail de Aidant des Collines. Encourager le théâtre L'Espace Libre, sérieux, c'est un endroit merveilleux. Encourager les petits théâtres en général. Les petits théâtres, tu sais, puis il y a tellement des bonnes pièces cet hiver. Il y a tout ça au Katsu, en tout cas, il y a plein de pièces. On va continuer d'aller voir de l'art puis vous en parler parce que c'est important que ça reste vivant. Ouais, puis au pire, faites comme nous, écrivez à Gab, demandez-lui des recommandations. En plus, je pense que Gab est célibataire, là. Ouais. Attends, intéressant. On prend les CV. Yeah, mais pas de problème, c'est super. Là, cette semaine, on a encore une fois reçu un invité. Ricardo Lamour est artiste, intervenant, défenseur des droits humains et ancien boursier du programme du Haut Commissariat aux droits de l'homme à Genève. Son travail a notamment conduit à la révision des directives sur le langage offensant à la Société Radio-Canada et à la reconnaissance de la décennie des personnes d'ascendance africaine par la Ville de Montréal. Bon, c'est pas n'importe qui, Ricardo. Il y a beaucoup plus d'humour qu'il y en a dans sa bio. C'est vrai. Ça a été un peu comme avec Judith, où il est arrivé puis on aurait pu taper pendant 9 heures. Là, genre, on aurait pu souper ensemble, redéjeuner, comme il y a beaucoup à dire. Je pense que, tu sais, là, il y a des gens qui vont dire « Hey, coudonc, allez-vous recevoir tous les gens qui écrivent chez Pivot? » Ben oui, tabarnak! Non, mais l'affaire, c'est que non, premièrement. Au début, moi, je disais à Phil, on devrait recevoir beaucoup des journalistes indépendants parce que je trouve que leur take est important, puis justement, ils n'ont pas beaucoup de visibilité. Mais on veut pas juste... Et je suis d'accord. Et ça sera pas juste ça. Je trouve qu'il faut aussi sortir des fois des intellectuels, aller vers le communautaire. Là, il faut dire que, tu sais, Ricardo, moi, c'est quelqu'un qu'on suit depuis un certain temps, là, pas juste récemment. Mais récemment, avec tout ce qui s'est passé avec Nourhan, entre autres, ça a été une des personnes... Je trouvais qu'il y avait des mots très forts et très puissants et très importants dans l'espace public. Ouais. Puis on dirait que ça donnait envie d'aller creuser ça un peu avec lui. Puis, ben, comme Judith, il y a 3 semaines, il était super généreux. On a beaucoup ri aussi, on a beaucoup rigolé. Mais j'ai appris beaucoup de choses et j'espère que ce sera plaisant pour vous aussi. Oui, puis allez suivre son travail sur Pivot et voilà. Et voilà! Bon épisode, tout le monde. Bon épisode, tout le monde, sauf une personne que je nomme pas. Bienvenue à le... Temps des monstres! Tu fais ça souvent? Tu vas-tu dans beaucoup de Non, projets indépendants? mais à un moment donné, comment il s'appelle? C'est un humoriste. C'est quoi? Guy Nadon? Guy Nantel? Guy Nantel. C'est notre pire cauchemar. À un moment donné, il m'invite à un podcast. Puis ça, c'était après le mois N. Puis bon, pour ceux qui ne savent pas le mois N, ben, pensez à un des livres de Danny Laferrière, son premier, là. Je ne sens pas de le prononcer. Savent pas c'est quoi le mot N? Ben, il y en a, Guy Lepage aimait ça, mettre l'emphase dessus, là, qu'on est passé à Tout le monde en parle, là, mais on est comme, ben, c'est correct. Mais, fait que c'est quoi son nom? Guy Nantel. Guy Nadon, c'est comme un comédien. C'est un vieux comédien, ouais. Ouais, Guy Nantel, ouais. Qui s'était présenté en politique, d'ailleurs. Ouais. Fait qu'à un moment donné, il m'écrit, en fait, sa recherchiste m'écrit pour participer à son podcast. Et je suis comme, je suis pas sûr que c'est un endroit... Je suis pas sûr, mais tu sais, j'en parle... C'est un peu blanc. Bon instinct, quand même, bon instinct. Puis tu sais, je peux retrouver exactement l'angle... Je pense qu'il sortait un livre. Ouais. Puis il voulait m'entendre aussi... Mais tu sais, son show est entièrement raciste et problématique, là, en plus. Fait que je sais comme... Mais tu sais, j'en ai parlé, par exemple, tu sais... j'en ai parlé à un ami, Webster, puis j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, ben des fois, c'est bon, frère, de faire entendre sa voix. Machin. Puis là, je suis comme, bro, je suis pas sûr que tout... En tout cas, moi, je sais pas. Fait que j'ai pas été.
T'as senti que c'était pas un safe space. Exact. Fait que souvent, pour répondre à la première question, c'est que je suis un peu réticent de participer à des podcasts. Il faut que je vois qu'est-ce que le podcast a déjà donné, l'angle où ils vont, etc. Je me mets à overcalculer, là. Fait que, puis après, ben, c'est pas moi, tu sais, j'ai pas de say sur le montage ou whatever. Exact, ouais. Puis, je comprends. C'est la même raison pour laquelle je ne vais pas dans les médias traditionnels. OK. Parce que justement, tu vas là, tu t'assois, tu sais pas trop, ils te posent des questions, ils te pinent dans un coin, tu as déjà dit ça, puis là, t'es comme, OK, ça fait 12 ans. Tu sais, comme, pourquoi on parle de ça? Puis après ça, t'as aucun droit de regard sur le montage, sur ce qui est dit. Puis tu sais, je comprends, mais après ça, il y a aussi quelque chose où tu te sens comme une marchandise un peu. Ouais. Comme, viens, réponds à ça, fais le snippet qu'on a besoin, nous. Puis après ça, t'es comme, merci, on t'enlève ta carte, bye. Puis t'es comme, aïe, aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis ici, tu sais? Fait que, non. Mais c'est le capitalisme de la parole, là, c'est d'inviter des gens pour avoir comme des moments clés qu'on réutilise envers eux ou pour nous. Tu comprends? Ouais. Tu sais, c'est pas safe. Mais puis aussi la temporalité. Tu sais, moi, si tu me donnes 7 minutes, qu'est-ce que je fais avec 7 minutes? Exact. Là, tu sais, je sais que le style, c'est de parler hyper vite, mais c'est pas encore quelque chose que j'ai développé. À moins que je sois sur une certaine fréquence, puis j'y vais, là, mais... Ouais, ça, 2 Red Bull, 3 cafés, non, tout peut t'arriver. Comme, pourquoi faudrait qu'on développe ce skill de s'hyper vendre rapidement aussi? Tu sais, on peut-tu prendre le temps de parler? Ben, je pense que c'est important même. C'est pas toutes les choses qui se discutent en 5 minutes. Là. Genre, tu sais, je pense pas qu'on apprend à connaître quelqu'un ou à comprendre ce qu'il pense vraiment. Mais c'est ça qui est récompensé, on dirait, dans l'industrie médiatique. Est-ce qu'on peut avoir des gens qui vont nous synthétiser ça presque comme une machine? Et puis après, on va aux nouvelles, on revient, on relance. Un bout de moi admire ça, mais un bout de moi est comme... Je sais que ça me prend un temps de m'installer quand même, de réfléchir, être sûr de mes idées, tout ça. Mais tu sais quoi, on n'est pas tous faits pareil non plus. C'est correct qu'il y ait des gens qui aient cette capacité-là, puis tant mieux, ils existent, ils peuvent servir. Mais il y a aussi des gens qui ont besoin de plus d'espace, de plus de temps, qui ont un débit plus lent, qui veulent pas réagir à une nouvelle le lendemain matin. Exact. Parce qu'ils sont comme... Je sais fondamentalement ce que je pense, mais j'ai le temps de placer mes idées, je veux passer quelques jours là-dessus. Puis là, la vitesse avec laquelle les médias vont, il se passe quelque chose, 15 minutes après, il y a 3 personnes à l'écran en train d'en débattre, puis tu fais... Exact. 3 personnes blanches à l'écran. En plus, souvent. On avait la répétition des castings un peu louches, là, sur des questions qui affectaient directement certaines communautés, puis des fois 4 garçons blancs. Ou il invite Émilie Nicolas, puis elle est pris pour gérer ces estis-là, genre, toute seule. Ouais. Comme... Mais ça, c'est tough aussi, parce que, tu sais, j'imagine que c'est comme un catch-22 un peu. C'est-à-dire, il se passe quelque chose, mettons, qui a rapport avec la communauté noire. Là, soit... 4 blancs vont répondre à ça, ou soit, automatiquement, on vous demande à n'importe qui est noir dans la communauté médiatique de répondre à ça quand c'est peut-être ni votre spécialité. Exact. Puis encore là, on veut des quote-unquote valeurs sûres, mais en même temps, à un moment donné, à force de ne faire que ça, de réagir à ce que l'écosystème t'envoie, à quel point tu es encore ancré dans les soupirs des communautés. Tu le sais plus, là. Il y a des moments où les seules personnes qui peuvent traduire certaines anxiétés, ça va être les amis, ça peut être les amis de Nouran, des jeunes de cet âge-là, qui allaient à l'école André Laurando. Puis encore là, il faut qu'ils soient peut-être aussi protégés là-dedans pour pas qu'on les utilise puis de façon extractive. Même chose quand je pense à Freddy Villanueva, toute cette tragédie-là. Pour ceux qui ne se rappellent pas, Freddy Villanueva, 9 août 2008, décédé d'un stationnement de parc à Montréal-Nord. Il jouait au dé? Ouais, c'est ça. Donc... Mais c'était-tu des dés illégaux? Parce que là, tu sais, ça peut être dangereux. Mettons, tu vois un dé, là, t'es un policier. Y avait-tu un permis pour jouer dans le parc? Il y a un règlement municipal un peu vétuste, si je peux dire, mais qui a rarement été appliqué, là, si je peux dire. Là. Fait que c'était un peu un prétexte d'intervention. Ouais, puis le podcast de Louis Morissette est commandité par Mise au jeu, puis ça semble pas grave. Tu sais, il y a beaucoup de choses... Parce qu'on le sait quand même que les villes ont des règlements municipaux qui ont été adoptés pour écœurer les personnes sans abri puis les jeunes racisés. C'est comme cracher par terre, lancer des botches, tout le monde a déjà fait ça, personne ne se fait arrêter ou même juste contrôler, disons. Exact. Mais ils servent de ces règlements-là pour pouvoir commencer à rentrer dans le système des noms. Puis dire après, vous voyez, ça fait 18 fois qu'on l'interpelle. Mais pourquoi? Oui, je pense qu'il y avait un règlement de non-flanage à l'Arena Montréal-Nord pendant un bout. Je pense que c'est un ami solofugère qui l'a flagué à un conseil d'arrondissement qui a dit ce règlement-là. Je pense qu'il l'a enlevé après. Mais il semble qu'un parc, c'est pour flâner, non? C'est ça. On peut pas circuler dans le parc sans arrêt en rond. Il y a un moment, il faut s'asseoir. C'est ça. Mais juste pour des fins de précision, le règlement de non-flanage était, je pense, à l'intérieur de l'Arena.
Mais quand on parle de l'intervention qui a eu lieu où Freddy Villanova est décédé, je crois pas réellement que les motifs du haut, là, Stéphanie Pilote puis Jean-Loup Lapointe, c'était de remettre un constat à cause que ces jeunes-là jouaient au dé. Je crois que je savais... Ce qu'on a appris dans l'enquête publique, c'est que quand le véhicule a amorcé et rentré dans le stationnement, il s'est approché, puis le policier aurait dit à sa collègue Stéphanie Pilote, je les connais, puis un peu pour comme, laisse-moi te montrer comment j'interagis avec eux. Puis la suite, en 57 secondes, a été assez tragique. 57? Puis tandis que Nourane, 58 secondes. Exact. Ah, c'est bon, à chaque 10 ans, la police gagne 1 seconde, donne 1 seconde de plus. Il y en a eu plein, des morts entre les Non, je sais bien, mais... qui ont été moins médiatisés. Mais c'est intéressant quand même de faire le parallèle entre justement, tu sais, l'affaire de Freddy en 2008, puis là, cette année, puis évidemment, il y en a eu plein d'autres entre, mais je veux dire, là, on parle de jeunes aussi, tu sais, Nourane, c'est quoi, 15 ans? 15 ans. C'est très jeune. Je pense que c'est une des plus... Ça doit être la plus jeune victime. Abissai était dans la vingtaine... 29 ans. Tu sais, 29 ans, c'est jeune. C'est Moi, jeune. je trouve ça jeune, 29 ans. En fait, je trouve pas qu'on devrait tuer les gens dans Non, le mais de parc. toute façon, c'est ça. Comme avec Gaza, tu sais, on parle des enfants puis des femmes, évidemment, terrible, mais c'est pas mieux de tuer des hommes de 35 ans non plus. Ceci dit, il y a quand même un problème quand, devant un enfant, moi, je regardais des réactions là, à l'assassinat de Nourane. Les gens, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Comment tu te ramasses à justifier... C'est dur d'être une police. Ils ont peut-être eu peur, il y a ci, il y a ça. Si tu tires sur quelqu'un qui n'est pas armé, c'est une gaffe. On s'en fout du pourquoi ou du comment. On peut bien faire une enquête pour comprendre, mais peu importe ce qu'on va comprendre, on va comprendre une gaffe. On va comprendre une grave erreur. Puis là, il faut se demander pourquoi on est rendu à justifier ça. Qu'est-ce qui nous amène dans le discours public à commencer à penser que les jeunes sont tous dangereux? Sur les réseaux sociaux, dès le lendemain, c'était gênant, là, comment les gens sont subjugués par la police. Mais c'est intéressant parce que peut-être que mon algorithme a trop encore de gens qui pensent comme moi. Puis les gens peut-être se gardent une gêne. Mais j'ai l'impression que quand les gens se mettent à vouloir défendre ce qu'une police fait à des civils, c'est parce qu'on a un peu dans notre tête que c'est notre police. Ben, c'est une police pour une majorité blanche. Donc elle va toujours assurer nos intérêts. Puis si ce jeune est décédé, mais est-ce qu'il assurait peut-être pas nos intérêts? Puis quand je disais le « no », ça m'exclut moi en train de parler là. Donc c'est ce qui me vient en tête quand je vois une réaction comme ça. T'as de l'empathie pour ça? Pourquoi? Pour des blancs qui défendent des... Mal formulé, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est... On dirait que t'es capable d'intellectualiser comment quelqu'un peut voir la police comme un allié, mais il faut déconstruire ça, non? Tu sais, je veux dire, moi, j'ai jamais eu confiance à la police depuis que je suis jeune, même en tant que personne blanche, parce que j'étais marginalisée, mettons. Ouais. Fait que dès qu'on est marginalisé aux yeux de la police, il y a un danger. Mais t'as des anticorps pour une analyse critique maintenant de la police par le fait que t'as été marginalisé. Il y en a qui ont dû le faire en faisant des PhD, là. Puis de tout à coup lire différents auteurs, à peut-être croiser différentes personnes, puis réaliser que la police peut aussi faire mal à des gens qui portent en eux les garanties capitalistiques. Mais pour nous, on a compris de par nos parcours, je connais pas tous vos parcours, mais que non, l'État a le monopole de la violence, puis si on remet en question certaines choses, si à notre insu, notre corps dans l'espace semble remettre en question quelque chose, on peut faire les frais, on peut y passer. Mais il y a une piste intéressante là-dedans. Est-ce qu'on devrait faire arrêter tous les enfants de 9 ans une fois pour que tout le monde ait l'expérience de se faire menotter par la police, mettre dans une vanne, puis après ça, peut-être que les gens seraient un peu plus... Ouais, c'était pas super agréable. J'ai pas aimé comment on m'a traité. Enfin, je pense que tu le sens vite, ce sentiment d'injustice, quand tu réalises que t'es comme plus un citoyen. Soudainement, t'es un criminel. Ça, c'est une construction aussi très forte là, dans nos sociétés. Quand quelqu'un devient un criminel, il mérite soudainement des sévices. Puis là, c'est comme, oh, mais attends, qui est un criminel? Pourquoi? On dit merci quand on reçoit un ticket, en général. Quand ils nous le remettent dans les mains. Ces gens-là nous terrifient au point où ils nous donnent un ticket de 150$ pour une infraction mineure de la route ou genre whatever, le parking. Et on est comme, ah merci, puis on part, puis on monte notre fenêtre, tu sais. Je parle pas de moi, là, j'ai jamais eu un ticket. J'ai jamais fait un excès de vitesse. Jamais fait un excès de vitesse, mais j'ai eu un ticket à vélo sur le rêve pour passer sur une rouge. Mais j'ai dit merci, monsieur l'argent. Puis là, il était en tabarnak. T'as dit merci, monsieur l'argent? C'est voulu? Oui, c'était voulu. Il était pas content de ça? Ben, il a pas ri. Tu sais, moi, je riais. J'étais comme merci, monsieur l'argent. Tu sais, en voulant dire, vous, aujourd'hui, ce que vous faites, c'est cumuler du capital sur le dos des citoyens et citoyennes. Il a pas ri? Toi, tu riais? Il a pas ri. Moi, j'étais crampée. Ok, toi, tu joues avec le feu, là. Ouais. En fait, je voulais juste vous dire, en pré-entrevue, là, parce qu'on a jasé avec Ricardo,
Ricardo, il pense que je suis en danger un peu. Mais en tout cas, écoute, est-ce que tu peux nommer 5 personnes qui dégainent comme toi sur les médias sociaux, là, qui est comme... Les médias, vous avez du sang sur les mains. Puis qu'il y a un certain reach. Il y en a que l'algorithme ne récompense juste pas, là, quand ils sont dans la dépense psychique comme ça, là. Mais je suis arrivée à un moment où les gens ont une écœurantite aiguë aussi. Tu sais, j'ai pas eu besoin d'aller chercher les gens pour chialer contre les médias. Tout le monde est en tabarnak en ce moment, mettons. Fait que tu t'es fait une communauté de gens... Qui étaient prêts pour ça. Les gens sont prêts pour moi puis Philippe. Je pense que spécifiquement, tu sais, les médias sont collabos depuis des années avec le pouvoir, mais là, je pense qu'avec la Palestine en particulier, je pense que les gens ont vu le disconnect entre ce qu'ils voient sur Instagram puis ce qu'ils entendent dans les médias. Puis à un moment donné, c'est que veux pas, ça t'ouvre les yeux. Tu te dis, mais attends un instant, si c'est comme ça qu'on traite ça, comment on traite d'autres nouvelles? Et là, oui, il y a des gens qui se radicalisent à droite, mais je pense qu'il y a aussi une partie des gens qui se radicalisent à gauche. Puis c'est le temps un peu aussi de se créer des réseaux puis de combattre là, cette propagande-là. Est-ce que vous pensez que dans les gens qui se radicalisent à gauche et à droite, il y a un endroit où ces gens se rencontrent? Je suis pas certain. C'est spécial parce qu'on dit... La droite a beaucoup comme le discours qu'en ce moment, le monopole de la violence, c'est la gauche, tu sais, avec les antifas et tout. C'est tellement bizarre comme propagande parce que la gauche n'a pas les moyens, n'a pas les médias et n'a pas les effectifs parce qu'ils sont trop occupés à essayer de survivre. Tu sais, la gauche, c'est des gens qui essayent de payer leur loyer, puis tu sais, il y a quelques personnes bien nanties dans la gauche, mais la plupart des gens struggle. La gauche n'est pas financée par les pétrolières non plus, les milliardaires. Il n'y a pas ça, il n'y a pas cet argent-là derrière des structures. Fait que quand on dit qu'on a le monopole de la violence, je trouve ça... En fait, la droite fait un monde miroir envers la gauche. C'est vraiment spécial. Quand tu dis un monde miroir... Naomi Klein, elle en parle dans son plus récent livre de 600 pages qui parle de comment la droite utilise son pouvoir pour passer le message que c'est la gauche qui a le pouvoir. Ce qui est très étrange, parce que quel parti de gauche a été au pouvoir dans Jamais les on a 25 vu ça, dernières années, 30 dernières années? Qui sont réellement les médias de gauche? Il y a quelques médias indépendants. Puis, dans ce sens, moi, j'ai l'impression que dans les dernières années, on a vu beaucoup de gens de droite se camoufler dans la gauche pour passer plus vite sur l'autoroute de l'ascension sociale, parce que le contexte semblait être propice à des idées de gauche. Je pense après Floyd ou un peu avant. Vous n'avez pas cette impression-là? Parce que moi, quand je regarde, je sais pas, Projet Montréal, tu sais, augmentation fulgurante du budget de la police, je suis comme... Ah, puis après, il faut que j'aille creuser plus loin. Mais en tout cas, Richard Bergeron, il se tenait où? Tu sais, il était peut-être pas si... Puis après, ceux qui ont pris le relais après lui... La droite vient un peu partager ses jouets avec la gauche, mais s'y commet jamais vraiment, je trouve. Mais il faut dire, la gauche politique puis la gauche médiatique sont aussi des traîtres de facto. C'est-à-dire que c'est de la gauche d'apparat, mais jamais de changement matériel. C'est qu'on va en avant puis on dit, un peu comme Justin Trudeau, tu sais, qui va en avant puis qui dit, mettons, les Autochtones, super. Après ça, sur papier, qu'est-ce qui a changé? Continuer de construire le pipeline, tu sais, qui passe à travers rien leur changé dans les rapports de force entre l'État colonial. Puis... Fait que donc, je pense qu'il y a ça aussi, mais ça, pour les gens qui réfléchissent seulement dans le spectre politique gauche-droite, c'est-à-dire, c'est comme s'il y avait des partis de gauche, des partis de droite, ils disent, ben, la gauche, vous voyez, ils font tout ça, puis c'est pas bon, puis ça fonctionne pas. Mais c'est pas des partis de gauche, c'est des partis de centre au mieux. Puis plus de droite, finalement. Juste une droite avec plus d'apparat qui dit c'est important pour nous. Un peu comme ce que Catherine Fournier fait. D'ailleurs, ça, je veux absolument qu'on parle de ça. Parce que justement, Nourane, ça fait pas longtemps que ça s'est passé. C'est comme le dernier incident géant. C'est-à-dire qui a été très médiatisé, qui a concentré l'attention du Québec, disons, pendant une semaine, d'un côté comme de l'autre. Fait que là, il y a eu beaucoup... Mais moi, je trouve que les gens nous ont beaucoup plus révélé leur privilège de classe que leur gauche-droite dans ce truc-là. C'est-à-dire que les gens riches qui sont servis par la police, qui protègent leurs intérêts capitalistes ou leur maison ou leur quartier, se sont vus soudain, je sais pas comment dire, les meilleurs alliés de la police soudainement parce que qu'est-ce qu'il faisait là, le jeune? Pourquoi il a mis la main dans son sac? Chris, comme disait Phil dans le dernier épisode, les profs auraient peur des élèves tous les jours. Mais aussi, comment on sait qu'il a mis la main dans son sac? On sait rien, l'enquête n'a pas été faite, mais ça, on sait ça apparemment. Comment on sait ça? Qui a leaké ces informations? Puis pourquoi? Puis je pense que si tu te poses la question 2 secondes, tu comprends assez vite qu'on est en train de créer du doute. Ben exact. C'est pour ça que dans un de mes textes dans Pivot, j'étais comme, mets dans le sac ou pas. D'entendre que 4 gars à Québec qui voulaient créer une milice antigouvernementale se font appréhender dans les règles de l'art, de ce que ça veut dire, là. Bon, par la GRC. On saisit des munitions, des armes que tu peux pas imaginer là, dans un film de Rambo, là.
ces gars-là, ils sont vivants, là. C'est quand même fucked up. Hey, ils étaient dangereux, eux autres, là. Une milice anti-gouvernementale, ils avaient des plans, là. Je sais pas. Quand je pense à Bane, qui est sur Pauline Marois, au Métropolis, il est pas mort, le gars, là. Puis lui, il a tiré. Il avait pas juste une arme, il était pas juste armé, il a tiré. Il y a tellement de layers à cette histoire-là, c'est parce qu'un attentat terroriste sur une femme qui a même pas fait les nouvelles pendant plus d'une semaine, c'est aussi très fucked up. Pauline Marois, là, elle a failli mourir 2 fois cette soirée-là. Ben voilà. Fait qu'en général, on parle pas des femmes qui sont attaquées par les hommes dans les milieux clos, ni au Métropolis quand on essaie de les tirer dans la tête. Je pense que c'est sûr que ça parle de racisme, tu sais, de un, mais aussi de justement toute la faute de cette construction de l'autre qui se fait de plus en plus, je dirais, avec une grande liberté. Là. Dans les grands médias, on se cache plus beaucoup pour justement, toute cette guerre aux islamistes radicaux, aux immigrants, les gangs de rue. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus? Guerre aux islamismes radicaux, alors qu'on est quoi? On est en 2025. En 2017, 29 mai, qu'est-ce qui se passe dans une mosquée à Québec? Puis qu'est-ce qui s'est passé dans l'année avant? Hey, Alexandre Bissonnette, il est pas mort, hein? Alexandre Bissonnette, il est good. Même ses parents se sont à l'aise de passer à tout le monde en parle. D'écrire un livre. Dire comment leur fils a changé, qu'il faudrait qu'il sorte plus tôt, etc. Mais précédent l'acte, il y avait des mouvements qui voulaient empêcher les communautés musulmanes de pouvoir avoir leur propre cimetière à Québec. On se rappelle de ça? C'est vrai, je me rappelle. Et on se rappelle aussi qu'il y avait un envoi de tête de porc dans une mosquée. Vers 2h30 dans la nuit de samedi à dimanche, après la prière, un fidèle a eu une bien mauvaise surprise lorsqu'il a vu la tête d'un cochon déposée à cette entrée. Sur l'emballage, une note où il est inscrit « Bon appétit ». On se rappelle aussi que la radio, soutenue par le CRTC, se permettait des propos islamophobes des à propos journée longue. islamophobes sans qu'il y ait une trace de retrait de licence ou autre. Donc, on a créé, il y avait quand même un climat propice à ce que quelqu'un qui vit chez ses parents puis qui est sans histoire, mais qui a accès à des armes, avec sa petite binette qui semblait peut-être pas faire si peur que ça, aille poser ces gestes-là. Donc, moi, je comprends pas que certains de nos organismes communautaires, puis je pense aussi à la Ligue des droits et libertés ou bien l'Association canadienne des libertés civiques, qu'il n'y ait pas des études faites sur le long sur l'envers de la liberté d'expression. Comment des fois ça devient liberté d'oppression. Puis comment, tout en voulant protéger la liberté d'expression, comment certains groupes s'arrogent le droit de créer des narratives qui abrègent l'espérance de vie de plusieurs personnes. 414 chroniques de Richard Martineau sur l'islam radical depuis 2015. Puis lui, c'en est juste un, mais ils sont plusieurs. Ils sont comme un trio, un quatuor, en tout cas, un unit dédié. C'est l'orchestre symphonique de la haine. Ben, c'est ça, c'est parce que l'SPVM a sa section des crimes majeurs sur lesquels ils enquêtent, mais on dirait que Québécois a sa section de l'anxiété intense qu'on va susciter chez des gens par rapport à différentes populations données. Puis ça, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Je le sais pas. Ben, c'est intéressant de se poser la question parce qu'effectivement, la militarisation de la liberté d'expression, parce que c'est ça que c'est au final, quand les gens utilisent la liberté d'expression pour attaquer des droits fondamentaux qui sont protégés par les chartes, comment ça se fait que c'est pas illégal? Si on a écrit ces chartes-là, qu'on les a signées, puis qu'on a dit les gens ont le droit à la liberté de religion, le droit à l'avortement, les gens ont droit à tout ça, ben on ne devrait pas permettre à des citoyens de remettre ça en doute. Voilà. Parce que sinon, on recule puis on fait du surplace. Puis je pense que le meilleur exemple, c'est les personnes trans. C'est qu'à toujours revenir là-dessus. Les personnes trans, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Les gens, ce qu'ils retiennent, c'est on parle toujours des personnes trans. Je suis tanné. Ils peuvent pas faire ça de leur bord. La plupart des personnes trans ne sont ni publiques, ni vocales. Ils dans sont un peu l'espace tannés public. qu'on parle d'elles. Ils sont souvent tannés, puis se retrouvent toujours dans la chaise de la défense aussi. Puis c'est la même chose pour les musulmans. Les musulmans sont toujours en train, quand ils parlent publiquement, de se défendre contre des attaques. Ils ont dit qu'on était ça. C'est pas vrai. Nous, ici à la mosquée, on est très gentils. Mais là, ce que ça nous permet pas, ça, c'est de les humaniser comme des personnes complexes qui ne sont pas 100% musulmans, dans le sens personne ne performe son identité personnelle. Philippe se fâche. Genre, je me lève le matin, bonjour musulman, je suis musulman, mon téléphone, allô musulman. C'est pas ça. C'est bien dit, c'est bien dit. Les gens sont complexes, ils ont des idées aussi universelles sur le monde, sur l'amour, sur peu importe, sur la perte. On les prive de tout ce spectre-là de leur humanité. Et puis je pense que par rapport à Nourane, c'est que rapidement, avec la narrative médiatique, on a poussé l'entourage, ceux qui ont survécu cette attaque-là, les mineurs civils, à jouer en defense dans la mesure où montrez-nous que vous n'étiez pas si dangereux que ça. Alors, c'est pour ça que tu disais dans ton article, puis même dans ta prise de parole sur les réseaux sociaux,
J'ai trouvé ça tellement hot parce que t'es allé, toi, à la journée de commémoration pour Nourhan. T'as senti quoi comme vibe? J'ai senti que je sens que je dois mesurer mes mots. Je comprends. Mais ce que j'ai senti là-bas, c'est une autorégulation des gens. Par peur, j'imagine aussi. Voilà. Fait que ça fonctionne, la répression. C'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, tu le sens. Je pense que tu le sens aussi dans le retour de la population, parce qu'évidemment, c'est pas tout le monde là, qui était comme la police, ils font ce que. Il y avait plein de gens aussi qui trouvent ça aberrant puis épouvantable, mais tu vois que la population est divisée, puis tu vois que les grands médias ont tendance aussi à donner beaucoup de paroles, à écouter, attendons, il y aura enquête et tout ça, puis beaucoup de difficultés à mettre des mots sur les choses. C'est-à-dire. Il y a plein de choses à dire là-dedans. Premièrement, la rapidité avec laquelle ça se passe. Deuxièmement, il y a 2 policiers qui sortent de cette voiture-là. Il y en a un qui tire. Si c'était vraiment une situation de danger, pourquoi tout le monde ne tire pas? Qu'est-ce que l'autre policier a vu, lui? Je crois qu'il y a une complicité que le corps policier a, que je me demande à quel point j'ai envie d'explorer cette piste. Dans le sens où, comme, l'État nous précipite et après nous dit d'attendre. Donc, l'injonction à l'attente vient juste du pouvoir. Tu sais, Nourhan, on ne sait pas. Peut-être que lui aussi a demandé un temps d'attente. Puis l'affaire, c'est que l'État va hyper rapidement pour diagnostiquer, juger, exécuter et hyper lentement pour donner sa reddition. Et pour certaines interventions, que ce soit la milice antigouvernementale, je reviens là-dessus, c'est qu'ils l'ont étudié, cette milice. Ils savaient où ils faisaient leur intervention. William Rainville, là, qui avait une maison, un bout de la maison est aux États-Unis, un bout de la maison est au Québec. Si vous googlez William Rainville, jeune homme de l'Université Sherbrooke, travaille chez Desjardins, était très impliqué, son capital social est tellement solide qu'il pouvait dire... C'était indécelable. Ben, c'est ça. Il y avait 250 armes de façon décomposée, là, en pièces, qu'ils ont trouvées. Puis il a fait moins de 6 mois en prison, là, mais ils l'ont pas gunned down, là. Donc, je reviens à l'État. Comment l'État choisit d'office avec qui il peut être minutieux, prendre le temps, puis à qui il l'exécute. Puis, peut-être je m'éloigne de l'autre question initiale que tu avais posée sur qu'est-ce que j'ai senti pendant que j'étais là-bas. Mais en gros, je pense que ce qui est overarching chez moi, c'est un immense sentiment de trahison. Parce que l'État a aussi mis à la tête du service de police de Longueuil pendant longtemps Fadi Daguerre, qui est maintenant le chef de police de la ville de Montréal, puis qui nous a vanté à coups d'émissions de télé, notamment à Radio Cannes, le caractère avant-gardiste de sa police. Mais nous, notre mot d'ordre, c'est premièrement aux policiers neutralité. Vraiment, vraiment neutralité. On est là pour les 2 côtés, pourvu que ça se fasse dans le respect. Et maintenant qu'il est à Montréal, ses goons, ses employés sont en train d'enquêter sur les survivants de cette intervention, sont en train de faire des profils sur ces jeunes. Puis moi, j'ai une inquiétude sur comment les droits constitutionnels de ces jeunes-là vont être maintenus, vont être protégés. C'est tout ça qui vient m'habiter. Merci de nous amener cet aspect-là que j'avais même pas pensé. En fait, ces jeunes-là sont fichés à vie. Tous les amis de Nourhan, parce que ils vont avoir peur que les policiers reçoivent, par exemple, soit des menaces, de l'intimidation. C'est complètement fou parce que ça vient rajouter une charge sur la communauté qui ne devrait pas être sur la communauté, qui devrait être sur la police. C'est la police qu'on devrait observer en ce moment. C'est nous qui devrions porter des bodycams. Totalement. On les porte déjà avec nos téléphones. C'est ça qui les fait chier. Ils veulent les leurs. Je suis arrivé à la conférence à laquelle Ted m'a invité, les camarades de Defund. J'ai sorti une bodycam de mon sac. Je l'avais commandée pendant la pandémie parce que j'ai parti une initiative qui s'appelle Bout du monde, qui veut dire bâtir des opportunités utiles, transformant nos destins uniques, malgré les obstacles, nous devons exceller. Un peu inspiré de Tupac, Thug Life, The Hate You Give Little Infant Fucks Everybody. Puis j'ai accompagné 5 garçons noirs pendant une décennie qui a succédé à mon temps d'accompagnement, en fait de lutte dans l'affaire Freddy Villanueva, où j'ai fait le constat de plusieurs échecs, qu'on a eu des échecs à différents niveaux, puis aussi de tensions que ça pouvait générer entre militants. Puis je me suis dit, il fallait que je travaille avec la vie humaine. Des gens m'avaient dit, OK, Freddy est décédé, il faut que tu trouves une façon aussi de travailler avec des jeunes qui sont vivants. Puis c'est un peu devenu ça. Puis à un moment donné, je pense que je voulais familiariser avec le device. Puis vu qu'on documente qu'est-ce qui se passe avec nos corps dans l'espace public, je voulais aussi amener cette dimension de documentation-là dans nos activités. Fait que j'ai commencé la conférence en distribuant une pour qu'on sache de quoi on parle, quand on parle de caméras d'intervention, de ce petit gadget-là et tout. Si on revient à Nourhan, j'ai senti cet équilibre entre ce qu'on veut faire individuellement puis ce que collectivement on sent qu'on doit faire à cause du jeu dans lequel on est pris, nos communautés ensemble, dans cette affaire-là, où contrôler le discours médiatique est compliqué,
pour aller dans le sens de la chronique de Alexandre Popovich, qui parle de guerre médiatique. Puis au niveau politique, c'est aussi compliqué. Quel est le contre-pouvoir? Il y a un seul parti qui a délégué, en tout cas que j'ai vu, 2 de leurs députés, Québec solidaire, qui est venu prendre la parole. C'était intéressant, je trouvais, dans ta chronique, pas la dernière, celle... la dernière, c'est ça? J'aime pas la dernière. J'aime pas la dernière? J'aimerais ça que tu reviennes sur la dernière après, que tu prennes un temps, tu l'explores. Tu sais, Julien, on va prendre un petit 2 minutes bientôt. J'aimerais que nos 2 camarades passent à travers la dernière. Je sens que je suis incisif dans la dernière. Elle comprend... Take 2. Vas-y, continue. Non, mais celle où tu parles de la faute des villes démissionnaires. Oui. Parce que ça, c'en est un palier qui est intéressant par rapport à la police, parce que, tu le mentionnes, la police, leurs budgets sont votés au niveau municipal. Sauf que là, on l'a vu à Longueuil avec Catherine Fournier, qui, si elle avait pu là, disparaître dans un nuage, je pense, cette semaine-là, elle l'aurait fait. Elle l'a fait. Non, mais elle c'était comme... Ah, mon Dieu, moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est pas moi. C'est indépendant. Puis là, tu fais, attends une minute, le service de police est indépendant. Genre, c'est un État en soi. Comme ils font ce qu'ils veulent. Ils sont pas sur votre territoire. C'est pas vous qui votez le budget. Et soudainement, leurs mains... Moi, je peux pas rien faire. Moi, j'ai sorti un livre en passant. Il est déjà disponible en précommande. Alors, je vous laisse le lien en attendant de pouvoir vous en dire plus. Ouais, elle faisait la promo de son livre. Constamment. Puis le soir de la commémoration de Nourane était un show de Festi-Lumière. C'était tellement gênant de voir sa story. Ben, il y a quelque chose de... C'est bien que tu parles de supportes pas ta communauté, bro? Parce que ça, c'est une démission. C'est une démission, ça. C'est comme si tu disais, « Ah, mon poche, je le veux plus. Moi, je le veux juste quand ça va bien. » là. Voilà. Puis quand je dis des choses comme... Quand je peux être cute. Ah, les poteaux, là, ça coûte 1 million. Puis là, tout le monde dit, « Wow, ouais, elle a dit les choses. » Là, il se passe quelque chose de grave dans ta ville. Tu ne peux pas t'en aller de là. Mais qu'est-ce qui explique ça, d'après vous deux? Dans le sens où, moi, vous avez vu aussi dans mon article au Devoir, je parle de ville dortoir. Mais je sais pas si les élus aussi ont cette somnolence qui vient les visiter quand... C'est tellement beau quand tu dis ça dans le texte, d'ailleurs. J'ai une théorie. Oui, OK, vas-y. Une petite fille blanche aurait été tuée par la police. N'est pas une phrase qui est possible, premièrement. Mais si ça avait été possible qu'une petite fille blanche soit tuée dans un parc par la police... Elle aurait été portée des fleurs. Oh mon Dieu, elle aurait été partout. Puis je dis pas que Catherine Fournier est raciste ou internalisée raciste, mais je pense que le système structurel de la police versus la mairie, il y a un rapport de pouvoir qui est bien au-dessus d'elle. Ben, moi, je trouve que ça sent aussi la culpabilité. Quelque part, tu te sens coupable de quelque chose. Mais elle a aucun... Mais je pense Est-ce qu'elle se sent coupable? Tu sens? Non, elle n'a aucune culpabilité. C'est un aveu, je trouve, de culpabilité que de ne pas vouloir soudainement de ton poste, qui est de représenter tes citoyens. Je comprends que c'est pas simple. Je dis pas que c'est facile d'être dans ses souliers, mais reste que c'est les souliers que tu as choisis. Tu es la mairesse d'une ville où un enfant a été assassiné par la police. Non, mais qu'est-ce qui se passe dans le rapport de force entre les villes et la police et les services de police? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a cette impression? Parce que tu le dis, puis ça, je trouvais ça quand même... Je trouvais ça pas pire aussi. Là, à la fin du texte, tu dis, qu'est-ce qu'ils ont sur les élus? Oui. Parce que on finit par se demander... Mais le lobby de la fraternité des policiers est tellement... Mais est-ce qu'ils menacent nos politiciens? Mais il y a différentes histoires qui circulent, mais pour peut-être certains de nos élus, ils auraient des choses qui expliqueraient une absence de courage. Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a un jeu de pouvoir entre la police? Moi, je le pense. Là. Je pense que les élus ont peur de la fraternité des policiers. Venons ensemble 2 secondes. Restons ensemble. On est dans la même pièce, mais est-ce qu'on est ensemble, nous 3, en ce moment? C'est la question que je me pose. Pourquoi? Pourquoi? C'est que 2016, enquête administrative sur le SPVM, Coiteux, qui est à la tête de la police à ce moment-là? Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, Patrick Lagacé, Gravel, Néron, Isabelle, j'oublie son nom. Richer. Ouais. Mais ils étaient tous sur écoute, c'est ça? Ils étaient tous sur écoute. Mm-hmm. Si des journalistes peuvent être sous écoute comme ça, là, qu'est-ce qu'il en est des politiciens? Qu'est-ce qu'il en est maintenant de jeunes sans pouvoir, sans pouvoir, avec à peine une représentation minime juridique, etc. Donc, pour revenir au pouvoir policier, un pan de notre histoire qu'on oublie, c'est que dans les années 60, il y a eu une grève des policiers. Je pense que tu veux trouver quelque chose sur Wikipédia là-dessus. What happens when a metropolis has no policemen, no firemen? Montreal found out last night. Montreal's police and firemen walked off the job for 16 hours yesterday. Canada's metropolis was thrown into a state of shock and confusion. Montrealers managed to cope with the situation, although bank robberies doubled, and until evening everything seemed to be going fine. Then, as night fell, 200 Montreal cab drivers
taking advantage of a policeless city, used the occasion to demonstrate against Murray Hill limousine service. It was this demonstration that resulted in Montreal's Night of Terror. En 24 ou à 48 heures, ce que cette grève-là a engendré, c'est des centaines, pour pas dire plus, d'effractions. Puis en termes de moyens de pression, ce que le syndicat des policiers a comme moyen de pression est immense. Je reviens à Anthony Griffin qui se fait tuer par Gossett, un policier qui s'appelle Gossett. À Toronto, non? À Montréal. Ah, c'est à Montréal, ça? À Montréal. Tout à l'heure, le chef de la police de la communauté urbaine de Montréal, Roland Bourget, a suspendu sans salaire le policier qui, ce matin, a abattu un homme de 19 ans qui tentait de s'enfuir. Le suspect avait été arrêté pour avoir présumément refusé de régler une course en taxi. En ce cas, un individu qui essaie de se sauver, il est recherché en partie d'un mandat d'arrestation. Alors, est-ce que c'est notre nervosité qui a suscité son geste? L'enquête va pouvoir nous dire ça. Ce soir, la direction du service de police s'explique mal la situation. Le directeur Roland Bourget affirme que le policier est suspendu sans solde, que l'incident est déplorable et qu'une enquête est en cours. C'est une vérification sommaire, évidemment, faite rapidement. Il n'y a rien dans le dossier du policier qui indique que ce policier-là puisse être haineux ou avoir un comportement raciste envers quelconque ethnie. En fait, c'est un policier qui a un bon dossier. Et l'organisation des communautés noires de l'époque, avec SOS Racisme et d'autres entités, fait en sorte que le policier est suspendu, pour pas dire congédié, mais il y a eu un retour de balancier où les syndicats de l'époque policiers ont poussé le chef de police à lui-même démissionner. Donc, fallait qu'il y ait une tête qui tombe. Exact. Mais depuis 87, il n'y a pas de véritable sanction lors de morts de citoyens causées par des policiers dans le cadre d'une intervention. Peu importe de quel angle on veut le prendre, le syndicat, la fraternité des policiers pour ce qui est de Montréal, au SPAL, je suis peut-être moins familier, mais les syndicats policiers semblent faire peur à nos élus. On ne les entend pas pour l'instant sur la place publique. Ils ont d'autres façons de se faire entendre. Mais le jour où on les entend sur la place publique, c'est que les autres jeux n'ont pas nécessairement fonctionné. Puis là, ils révèlent leur carte devant le public. Est-ce que tu penses que Catherine Fournier, qui dit quelque chose comme était à l'Assemblée de son comté, là, je ne sais pas trop récemment, le Colin Boudrias a fait une vidéo là-dessus hier. Je tiens à réitérer tout mon soutien et ma confiance au SPAL, aux policiers qui sont aussi extrêmement touchés et bouleversés au premier chef, comme l'ensemble. Donc, ça me fait plaisir d'annoncer que dans un but d'assurer plus de sécurité aux citoyens, le budget du SPAL va être augmenté de 25 millions. J'espère que ça envoie un message clair à tous les policiers qui sont peut-être un peu vite sur la gâchette. À chaque fois que vous allez assassiner un adolescent, votre budget va être augmenté de plusieurs millions. Ça vous apprendra. À ce temps, pouvez-vous m'escorter pour pas que je me fasse confronter par la famille ou les amis du jeune qui vient d'être assassiné? Est-ce que c'est un appel à l'aide? Ça va-tu, Catherine? Vu qu'on a... Mais est-ce qu'on doit lire à travers son cerveau à ce point-là? Est-ce qu'on doit consulter Jojo Medium pour comprendre? Est-ce que cligne 2 fois des yeux, Catherine, dis-nous si t'es en danger? Nos voyants sont ici pour vous aider à réaliser tous vos rêves. 4,99 $ la minute, à date seulement. J'ai l'impression que la réaction de Catherine, en quoi elle est différente de la réaction d'une autre élue qu'on ne considère pas tant progressiste que ça? C'est quoi? Ah oui, sa réaction est totalement, je dirais même pas de gauche ou de droite. Sa réaction est une réaction de bourgeoise qui protège ses intérêts. Mais aussi, on remarquera que dans ces moments-là, il défère toujours au genre de décorum. Là, soudainement, on parle plus librement, on est comme écouté. On va attendre les résultats de l'enquête. Mais aussi, les policiers sont très tristes. Je réitère ma confiance et je sais que le... Puis là, t'es comme, attends une minute, tu parlais pas comme ça tantôt? Voilà. T'étais full cool, youpi, puis moi, je suis une nouvelle maire. Là, soudainement, on le voit, c'est comme, tout devient... On se cache derrière le protocole, derrière l'administration, mais c'est pas ça qu'on a besoin dans ces moments-là. On a besoin de gens humains, on a besoin de gens qui vont nous parler puis nous regarder dans les yeux puis dire « je le sais pas ». Puis on le sait que c'est pas Catherine Fournier qui a tiré sur quelqu'un. C'est pas ça, là. Ouais. Sauf que tu nous représentes, tu t'es présenté. Sauf que c'est son employé. Mais c'est pas Catherine Fournier qui a tiré sur quelqu'un. Mais c'est son employé. Aidez-moi quelqu'un. Dites-moi que c'est pas son employé. Ouais. Dites-moi que Fadi Daguerre ne travaille pas pour Valérie Plante. Ouais. Dans le sens où on peut comprendre qu'il y a différentes unités administratives et tout, avec leur budget, mais à qui rendent-ils des comptes? Ils travaillent pour la ville de Longueuil. On n'a pas élu Fadi Daguerre. Ça, c'est vrai. Valérie Plante, on lui a délégué
le mandat de se faire des équipes, puis elle a recruté le gars avec un CV ultra intéressant. Donc, pour ce qui est de Catherine Fournier, je pense qu'on est encore mystifié par le fait que c'est une jeune mairesse à laquelle plusieurs personnes semblent s'identifier. Oui, puis elle va à sous-écoute, elle va à sans filtre. Elle fait des podcasts. Mais elle fait des podcasts. À Tout le monde saillit cette semaine. Ouais. Pour parler de ses complexes. Oh mon Dieu, qu'elle fait pas de sport. C'était tellement gênant. C'est intéressant aussi parce que ça, c'est aussi une volonté de s'humaniser dans l'œil public, d'aller partout, puis de parler de soi. Mais en même temps, pourquoi j'ai accès à ça des politiciens? Je m'en fous de tes complexes, je veux que tu gères la ville. C'est pas... Puis, faute d'outils, faute d'éléments pour comprendre ce qui se passe, j'en reviens à qu'est-ce qui caractérise les municipalités en ce moment. Les municipalités, par exemple, pour Montréal, depuis 2016, se sont dotées, puis j'en parle dans mon dernier texte, pour Montréal, une politique de l'enfant qui est accrochée après la Convention internationale du droit de l'enfant. Ça veut dire qu'il y a à peu près plus de 190 États qui croient à ce traité. C'est un traité historique. On croit au droit de l'enfant. Mais le droit de l'enfant, il tient où quand je pense à Ariel Jeffrey Kouakou, qui a été déclaré disparu. Puis Monique Néron disait à l'époque que le SPVM avait pris trop de temps avant d'engager les recherches. La municipalité a mis des enfants. C'est comme ça qu'on l'a rebrandé au Québec, là, cette Convention internationale du droit de l'enfant. Ça tient où, cette convention-là, ce traité, quand il s'agit de Nourane? Parce que Longueuil, en 2002, a renouvelé son accréditation municipalité amis des enfants. Donc, est-ce que c'est aussi les enfants non blancs? C'est la question qu'on peut se poser. Fait que... La petite Claire, ça, c'est une histoire vraiment... Tu sais, là, après qu'il l'ait retrouvée, là, il y avait une injonction, il faut déliter la photo. Il faut que cette petite fille-là, on enlève les traces de sa présence sur le web pour pas qu'elle soit traumatisée quand elle va être plus grande, puis qu'elle voit ça. Savez-vous qui a pris les premières photos de la petite fille dans le char de police? Un policier, qui les a mis partout sur les réseaux puis qui les a donnés aux journalistes. Oui, la photo, c'est directement dans le char de police, là, à 1 pouce de sa face, tu sais, là, comme elle est toute... C'est vraiment triste, elle est comme toute sale et comme toute assise dans l'auto. C'est un policier qui a pris la photo. Puis là, ça a été déclenché 3 heures après sa disparition. Ariel, je pense que c'était 3 semaines après qu'ils ont commencé à faire comme des billboards puis à en parler. Tu sais, on voit. Pour la plongée, on vous voit. C'est ça. Bon, pour les détails, mais puis comme je disais dans le texte, Monique Néron, avec les infos qu'elle avait, puis n'oublions pas qu'elle aussi, elle a été mise sous écoute, elle aussi déplore le temps que les forces ont pris avant de chercher. Puis la mairesse, pour revenir à là-dessus, était dans un discours qui était « j'ai entièrement confiance ». C'est triste pour tout le monde, puis c'est pas le temps de casser du sucre sur ceux qui sont sur le terrain à faire du travail. Le SPVM et les bénévoles. Moi, je suis derrière eux, on suit le dossier, et tout ce qui compte en ce moment, c'est de retrouver le petit Ariel, pas d'en faire un débat ici. Bravo. Puis je pense que dans ça, on entend... c'est pas le bon moment pour que je me chicane avec mes troupes par rapport à la recherche de ce cool, bon, laissons les enfants crever au bout des fusils, super. Ben, moi, je reviens toujours à cette affaire de l'attente. C'est que là, il va y avoir une attente interminable pour avoir des suites dans ce qui touche Nourane. Et cette attente-là peut tuer l'espoir. Parce que des communautés qui croient à l'état de droit, qui se disent « on va faire confiance, on va s'en tenir à notre foi », et on croit que le Québec va prendre ses responsabilités, que va-t-il arriver quand le BEI va produire quelque chose qui se rapproche de ce qui semble être dans son caractère à date, de ce qu'il est capable de générer? Quel message on va envoyer à cette jeunesse qui s'est tenue debout, en silence? Cette jeunesse ne sera jamais récompensée par une justice qui est égale à ce qui a été commis comme crime. Non, on va juste y aller pour l'oubli, on va attendre 1 an et demi, puis c'est ça aussi, c'est que ça laisse le temps aux gens de faire le deuil un peu de l'idée, dans le sens que tu peux pas rester dans une émotion forte pendant 1 an et demi, c'est trop long. À un moment donné, c'est normal, on passe à autre chose juste pour survivre, pas parce qu'on s'en fout ou parce que c'est pas important, mais juste parce que la vie continue, parce qu'il faut payer les loyers, nos émotions. Puis là, une fois que ça s'est fait, ils peuvent nous envoyer ça sur un coin de table, c'est en page 6 dans le journal et c'est terminé, tu sais. Expliquez-moi quelque part comment cette tragédie qui est d'une ampleur historique où un jeune de 15 ans, on ne peut répertorier dans le cadre d'une intervention policière avec arme létale une personne plus jeune que Nourane. Maintenant, ses amis, les survivants, sont potentiellement profilés. Il l'était déjà aussi parce qu'ils disent qu'il était harcelé par ce policier. Il était harcelé déjà par ce policier. En plus, ces jeunes, avec bonne foi, se sont livrés potentiellement corps et âme, certains d'entre eux, au BEI. Et la relation entre le BEI et les corps policiers semble, pour l'instant, ne pas être très claire, à quel point il y a une étanchéité entre les deux.
que font les soi-disant chroniqueurs et grosses voix et grosses personnalités des médias mainstream? Parce que pour l'instant, on nous présente Pascal Robidas comme une forme de Che Guevara, à cause qu'il aurait posé une question pour des fins de précision, puis qui a débouché vers une clarification que le gun trouvé était celui du policier. C'est ça le standard médiatique, journalistique, d'investigation en ce moment-là qu'on a au Québec. Puis ça, c'est au bénéfice de qui, ça? C'est au bénéfice du pouvoir, du statu quo. On a des chroniqueurs, on a des politiciens qui weaponisent les différences dans les communautés pour nous faire sentir... Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, moi, j'ai beaucoup plus en commun avec, dans mes conditions matérielles, avec les communautés noires, les communautés, peu importe, les homosexuels, on s'en fout. Si on est des gens qui font moins de 85 000 par année, nos conditions matérielles se ressemblent beaucoup plus que la bourgeoisie francophone blanche. Mais on se fait toujours envoyer ça. Puis c'est sûr que c'est dommage pour les deux côtés, mais c'est plus dommage Qu'est-ce qu'on se fait envoyer, excuse? Ben, cette propagande de l'autre, de ayez peur des quartiers chauds. C'est quoi un quartier chaud? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est chaud? Je pense que la plupart des gens, peu importe leur communauté, ont un peu le même rapport avec la criminalité, c'est-à-dire toutes les communautés ont un petit pourcentage, si tu veux, de criminels, puis même j'aime pas ce mot-là parce que je trouve que c'est super stigmatisant. Là, c'est comme un crime, t'es un criminel. J'en connais plein des criminels au gouvernement. Mais dans le sens, je pense que là, c'est qu'à force de toujours répondre à ça, d'un côté comme de l'autre, quand les pauvres, quand les sans-abri, là, il faut répondre à ça, puis dire oui, mais c'est du monde. Quand les communautés noires se font dire oui, mais vous avez des gangs de rue, puis là, non, mais c'est pas ça. Puis là, on va aller... Pendant ce temps-là, on se rassemble pas pour combattre le même ennemi qu'on a, c'est-à-dire les gens qui tiennent les rênes, les gens qui donnent 25 millions de plus à la police à chaque fois qu'on vote un budget, les gens qui disent on n'a pas d'argent pour du logement abordable, les gens qui baissent les taxes des riches. Ça, c'est des choses qui nous affectent tous. Puis, veut pas, leur propagande fonctionne parce que j'ai l'impression qu'on a peur les uns des autres quand, au final, on est les mêmes. Voilà. Puis comment on fait pour se sortir de ça? Ah, là, Ricardo, on te demande comment se sortir de ça. Non, mais réfléchissez avec moi, parce que pour de vrai, on s'est fait servir, puis on parle en ce moment, puis on est dans le contexte d'élection municipale, là. Ouais. C'est qu'on aurait pu imaginer que les enjeux, les tragédies des dernières semaines seraient des questions quasiment... Ce seraient des enjeux électoraux. Personne n'en parle. On est encore sur les pistes cyclables. C'est ça. Est-ce que c'est de gauche, les pistes cyclables? Oui, je pense que oui. Les lignes par terre, c'est de gauche, d'après moi. Aidez-moi. Ce que j'entends, là, des fois, on a l'idée que des gens sont influents. Puis ils disent, moi, j'ai sur speed dial telle personne. Puis je vois pas beaucoup de courage chez des gens qui ont des politiciens sur speed dial pour leur demander des comptes sur qu'est-ce qui se passe. Fait que les choses sont demandées par certains d'entre nous sur l'espace public. Puis à cause de ça, on est perçu d'une certaine façon. Je trouve qu'il y a... Je sais pas si vous voyez ce que j'essaie de oui, je comprends tellement. Tout le monde protège ses propres intérêts. Avoir quelqu'un sur speed dial pour lui demander une faveur, ça sera toujours plus important que de défendre les communautés précaires ou racisées ou marginalisées. Moi, je pense pas qu'Isabelle Haché puis Patrick Masbourian ni Lagacé ont les intérêts des pauvres à cœur. Ils veulent sauver leur propre cul. Puis malheureusement, ce que la propagande fait, c'est que pour, disons, des Blancs pauvres, se donner l'impression d'avoir plus de pouvoir que, disons, des Noirs pauvres qui sont au final au même endroit qu'eux dans les conditions matérielles, c'est-à-dire difficulté à se trouver des logements, pas de sécurité de travail, pas des bons salaires, trois jobs, peu importe, insécurité alimentaire. Ça, c'est des trucs qui touchent tout le monde qui fait en bas de 50 000 par année, disons, ou en bas, disons, prenons 39 000, le revenu médian. 50% de la population au Québec fait en bas de 39 000. Il y a beaucoup de tout le monde là-dedans. Là. Et là, on dirait qu'on perd de vue ça, puis on finit par embarquer dans le jeu de la propagande, de dire « Oui, peut-être moi je suis pauvre, puis cette bourgeoisie-là m'écrase, mais les Noirs me font peur, là, ça a l'air qu'ils ont des guns, ça a l'air qu'il y a des gangs de rue. » On veut te faire peur en parlant des gangs de rue. Je suis noir et je t'avoue que moi, j'en ai rarement vu. Mais c'est ridicule, Chris, je veux dire, ça fait 20 ans moi, que j'habite à Montréal, puis il y en a, je sais pas comment, je le vois, en fait, physiquement, si tu ouvres les yeux, c'est pas vrai qu'on se fait agresser dans le métro, puis si c'est le cas, c'est pas vrai que ça vient spécifiquement d'une communauté ou d'une autre, ou de... Il y a comme, comment on déconstruit ça, puis qu'on se parle entre nous pour comme réaliser, parce que je suis sûr que la communauté noire a aussi peur de nous, puis avec raison, Chris. La vérité, c'est que la violence vient bien plus de notre bord. Moi, je peux appeler la police puis créer genre un grave problème de violence dans un quartier si je décide un soir que 3 jeunes noirs se promènent puis que ça m'inquiète. J'appelle la police va venir puis ça se peut que ça soit terrible les conséquences de ça. Fait que j'ai l'impression que la peur est des deux côtés.
Et là, il faut comme la neutraliser puis se rendre compte qu'au final, on a tous les mêmes aspirations fondamentales, c'est-à-dire être en sécurité, être bien, pouvoir vivre notre vie librement. Mhm. C'est ça que les gens veulent, là. Peu importe d'où ils viennent, d'où leurs grands-parents ont immigré. Je pense qu'il y a comme quelque chose de très fondamental chez l'humain qui est on va être en sécurité, on va être aimé, on va être bien. C'est ça, là. Puis, il y a aussi l'enjeu de classe entre intracommunautés. Ouais, ça c'est intéressant aussi, t'en parlais dans ton document. Ouais. Puis j'ai envie d'associer ça à l'idée de désobéissance civile aussi. Dans le sens où comme, toi si tu fais quelque chose considéré illicite, on ne dira pas tu portes atteinte à l'honneur des hommes blancs. Si quelqu'un dans les communautés noires fait quelque chose illicite, ben il pourrait avoir cette idée-là en filigrane. Il pourrait être méprisé par sa propre... Pas méprisé, mais blâmé. Ben, ou, comment je peux dire, c'est que il y a des gens qui parlent au nom de certaines communautés, mais leur légitimité est rarement questionnée. Intéressant. Genre Muriel Châtelier. Ok, toi, t'es venu... Yo, elle... Toi, il y a un beat de Tupac qui joue en filigrane tout le temps. Tu prends pas de break. Ah mon Dieu, quand tu fais dans des soirées bowling, tu sors le calache comme yo, comme t'es sur ça, là. Quand est-ce qu'on parle de Muriel Châtelier? Attends! Je m'excuse! Je peux pas. Non, mais il y a style Muriel qui dit ses affaires. Ouais. Mais qui va dans les communautés de droite réac, genre, pour exact. Désavouer, genre, quelque chose qui est vraiment réel, donc, qui est le racisme. Muriel Châtelier, bonjour. Bonjour, Sophie. Alors, vous êtes une régulière de nos émissions, Muriel, parce qu'on se fie à votre bon jugement et à votre plume acérée. Oui, puis il y a tout le in-between aussi de nous, suite au meurtre de Floyd, puis toute l'attention qu'on reçoit, que nos communautés noires reçoivent. En fait, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va demander de l'argent au gouvernement. Puis ce qu'on va faire avec cet argent-là, ben, c'est souvent des galas, tenir des événements, puis se donner des trophées, puis paraître comme si on est affranchi des enjeux de classe, puis vivre au-dessus de nos réels moyens, alors que nos jeunes, souvent, sont pris dans des situations innommables, puis leur seul recours, c'est GoFundMe. Puis beaucoup d'entre nous, quand on regarde, on fait un certain recensement médiatique, pour certaines familles qui ont été éprouvées, ont dû se tourner vers GoFundMe. Ils ne pouvaient pas se tourner vers des personnes noires en situation d'extrême visibilité puis qui prenaient la parole parce que ces personnes-là ne pouvaient pas nécessairement les sauver. C'est la classe qui divise. Ben, il y a quelque chose au niveau de la classe puis qui n'est pas encore nécessairement adressé publiquement. Il y a des gens qu'on exclut de certains endroits parce qu'ils demandent une forme soit de reddition ou de redistribution ou de cohérence. Puis si tes moyens sont vus comme interprétés comme étant plus radicaux, pour pas dire violents, ben tu fais plus partie de la parade. Est-ce que c'est comme ça que tu t'es senti pendant tout le truc de Slave? Définitivement. Moi, à un moment donné, quand la pièce Slave de Robert Lepage est arrivée, puis qu'on s'est retrouvé devant le Théâtre du Nouveau Monde, à manifester, puis à créer une forme de collectif qui s'appelle Slave Résistance, avec toutes nos individualités, mais cette volonté d'agir ensemble, ben c'est clair que des gens qui participaient à l'œuvre de Robert Lepage pouvaient nous trouver pas approchables, désagréables. Puis nous, on pouvait trouver aussi peut-être qu'il y avait une forme de trahison de leur côté. Pour certaines des personnes qui peuvent me venir à l'esprit, j'ai pu avoir certaines interactions avec elles. Reste que pour d'autres qui siègent sur des conseils d'administration, qui sont à d'autres endroits, puis qui ont vu comment tout ce débat, qui a été une des plus grandes crises culturelles de cet été, de 2018, je pense que certaines personnes ont su comment naviguer avec le courant, puis tirer leur épingle du jeu. Mais certains d'entre nous qui étaient dans Slave Résistance ont eu beaucoup de difficultés à poursuivre leurs activités de différents ordres, ont été sentis même peut-être mis à part. Il y a eu une punition sociale? Quand même, puis il y a un terme qu'un ami sait dire, là, nobody will save us. L'annulation du spectacle Slave de Robert Lepage est loin d'être assez pour le collectif Slave Résistance. En conférence de presse mercredi, 5 membres ont dit souhaiter que les actions aillent beaucoup plus loin. On a du pain sur la planche pour véritablement avoir un dialogue respectueux avec aussi un espace d'éducation sur des notions qui touchent les personnes marginalisées, racisées. On n'est pas des personnes agressives, on n'est pas des personnes violentes, on est juste des personnes qui veulent que notre communauté soit plus respectée. Mais par rapport à Slave, les personnes qui étaient assez décomplexées pour critiquer l'œuvre, c'était, ou bien être en soutien à nous, c'était genre Janelle Monáe aux États-Unis qui reprenait nos tweets, Chance the Rapper, Moses Sumney.
pas des gens ici qui étaient programmés au festival de jazz, là. T'sais, à la limite, Nomadic Massive sont arrivés avec un T-shirt Do Better, mais ça veut dire des choses comme ça veut pas dire grand-chose aussi. Fait après, ben, quand on pense à poursuivre le dialogue avec différentes voix, c'est pas nécessairement des voix de ceux qui ont été impliqués dans cette affaire-là, puis qui ont ouvert les yeux sur ce qui se passait. Puis dans mon cas, j'ai souvent sonné l'alarme dans différentes productions culturelles que je trouvais qui se rapprochaient d'une forme d'extractiviste, que ce soit même aussi la pièce Freddy de Annabelle Soutard, dans laquelle j'ai participé, à un moment donné avec un échange avec mon colloque de l'époque, Alexandre Popovich. Il m'a dit... T'as été coloc avec Alexandre Popovich? Ouais, et j'espère que vous allez le recevoir à un moment donné. Oui, ben, j'aimerais ça. Il a l'air vraiment d'une personne d'intérêt pour nous. Non, mais courageux, fearless, tu sais. Fearless. Parce que je vois pas grand citoyen se mettre le pied où lui il va, là. Ouais. Dans les institutions, tu sais, aller à la cour, pas juste parler, puis c'est correct de parler aussi, là, je dis pas... Mais il n'y a pas grand monde qui font ce step-là de dire « Moi, je vais aller en cours. Moi, je vais faire des demandes de... Je veux voir ces documents-là. Moi, je porte plainte contre les policiers. Moi, je vais... » Les demandes d'accès à l'information que cette personne-là fait, c'est l'accompagnement, la vulgarisation de comment bien monter, le suivi des dossiers. Puis ça peut même comprendre le service de renseignement canadien, là, le SCRS, là, l'équivalent de la CIA. Mais il y a écrit un livre, d'ailleurs, Produire la menace. Yeah. Manufacturing the Threat, Produire la menace. Et même un documentaire qui émane de ça. Ouais. Donc, j'ai l'impression que cette personne, segue pour Alex, je vois une rigueur qui transcende même celle de plusieurs institutions dans leur mandat, leur mission. Leurs articles d'incorporation devraient être de faire ce qu'il fait. Donc, puis, c'est toujours les gens qui ont le plus à perdre qui se mettent les deux pieds dans la boîte. Mais puis c'est drôle, je trouve, le rapport que la société a avec ces gens-là comme des dérangeants, tu sais, justement, un peu, là, ce qu'on voit même à large, les antifas sont soudainement un danger. Les antifas, c'est un travail communautaire, littéralement. Ouais, c'est antiraciste, anticolonialiste, antifasciste. C'est grave d'être antifasciste. Où sommes-nous? Mais tu sais, je comprends pas comment on n'a pas de respect pour ces gens-là qui mettent leur vie en danger, leur temps, puis on dirait qu'on les traite comme des espèces de... avec du mépris, puis... des moustiques, pour utiliser l'expression de Louis Morissette. C'est ça, c'est comme vous êtes dérangeant, vous empêchez notre décorum habituel, ou on va faire semblant, oui, on va dire ça, c'est triste, mais c'est tout, on va rien changer, là, on va juste dire c'est triste, oui, on est avec vous. Mais dès que quelqu'un continue d'appuyer et dit non, genre ça, c'est grave, il faut regarder ça. On veut des comptes, on veut que ça change. Quel genre de société? Nous, au Québec, on n'aime pas la chicane. Ben, si vous n'aimez pas la chicane, arrêtez de tirer sur des enfants. Déjà, ça va aider. On ne sera pas obligé de se chicaner à propos de ça. Mais je veux dire, je comprends pas exactement comment on a réussi à se faire rentrer ça dans la tête. Je pense qu'il faut le nommer. Je pense que vous pouvez, si vous y pensez bien, nommer plusieurs émissions dédiées à redorer le vernis de la police. Ah, ça, c'est juste ça. Déjà, bon cop, bad cop. Ouais, 19-2, il y en a un qui est bon, mais l'autre est dans Mafia, mais Jasmine, dans le temps. Jasmine, l'enfer. Qu'est-ce qu'il y avait? Mais il y en a plein, là. Puis, combien de productions on a pour humaniser des jeunes, des personnes qui se font descendre, justement, Ramdam par n'a pas l'État. fait ça, là. Ramdam nous a jamais offert cette perspective historique. Tu l'as mis où, le bar de pin? J'ai pas touché. Essaye pas, il est plus dans le garde-manger. Voilà de bouffe. Restriction, j'ai pas touché. Mais le pire, c'est que les quelques-unes qui vont le faire, une fois de temps en temps, il y a quelque chose, on dirait genre, m'entends-tu? Ouais, mettons, là, tu sais, les gens vont faire « Wow! » Ça va être fantastique. Oh oui, wow! OK. Mais pourquoi il n'y en a pas 3? Exactement. Pourquoi on est capable d'avoir 4 shows Empathie. sur l'hôpital, mais comme un seul... Là, une famille haïtienne, c'est assez, là. Exact. On peut pas en Puis avoir encore là, deux, une famille quand même... Tu sais, c'est ce qu'on présente dans la Kaino, désolé, là. Ça, dans mon écosystème, c'est pas ça, là, tu sais. Décoloniser l'histoire, super cool, super bien fait, très bien scénarisé, vraiment intéressant. Saison 3, je pense, maintenant. Mais il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. C'est aussi pas ce qui est présenté comme étant mainstream. C'est comme des trucs pas qu'on cache dans prog, mais presque. Je sais pas comment dire. C'est pas ça qu'on met à 7 heures. C'est presque encore marginal, c'est ce que tu dis. Ouais. Donc, c'est comme si, continuons à coloniser l'histoire, mais en faisant un petit truc on the side qui va être décolonisé. Qui nous a permis d'avoir une plus grosse subvention, probablement aussi, tu sais. Ouais, décoloniser, c'est vrai. C'est comme un peu, c'est comme la voiture électrique. Comme, on va continuer les voitures à gaz, là, mais une fois de temps en temps, il y en a une on que vous non. donne un petit... On peut regarder, mettons, Kim Thuy, il y a 3 semaines.
qui quand même, je veux dire, dit même pas quelque chose de fondamentalement super radical. Elle dit juste, hey, mon Dieu, moi, ça me fait peur un petit peu ce qui se passe. Et c'est perçu comme une trahison par le public mainstream québécois. Quoi? On t'a aimé, on t'a donné une maison, j'ai acheté ton livre, puis là, tu me dis que t'as peur. Puis là, t'es comme, mon Dieu, mais est-ce que cette femme peut juste parler de son ressenti? C'est vraiment un exemple pertinent parce que c'est notre plus douce, sweet, awesome artiste. Puis elle est pas arrivée avec un tatou d'en face, genre pour dire « Là, ça va faire! » Puis crier après les Québécois. Elle a été, encore une fois, très douce et calme dans ce qu'elle a. Et tout de suite, le marteau. Fait que je me dis, je pense qu'aussi, tous les autres voient ça puis se disent « Ouais, moi... » Mais regardez, ce que tu me dis me fait poser la question. Le traitement réservé à Kim Thuy, avant qu'elle passe à Tout le monde en parle, le traitement réservé à Joanne Liu, qui nous disait, écoutez, j'ai travaillé dans des zones où il y avait le Ebola, je vois comment se gère la pandémie ici, je peux aider le gouvernement. Son de criquet, la caravane continue à passer, et comme, ben là, je suis comme une des sommités dans le truc, je vous le dis encore, je suis disponible. Kim Thuy, elle, à quel prix elle a été mise par les Québécoises et Québécois pendant tout ce temps-là? À quel prix? Rester poli, hein? Tu sais, les immigrants ont tendance à vouloir rester polis pour... Et c'est ce qu'elle dit dans sa réponse, que pour de vrai, là, dans la prise de judo qu'elle fait, sa réponse, c'est du génie, pareil. Elle dit, moi, en tant qu'immigrante, je sais exactement quoi faire pour que vous m'aimiez. Mais en tant que citoyenne, je décide d'aller plus loin. Puis ma contribution, c'est aussi une analyse critique de notre société. Si vous voulez que je reste immigrante, c'est d'autres choses. Fait que là, elle le dépose, mais ça a pris combien d'années pour que ça soit déposé, ça? Puis au prix de quoi? Après 18 pièces de théâtre, 14 livres, des tournées internationales. Mais ça, c'est intéressant aussi parce que, tu sais, souvent, quand on va parler des immigrants, là, à tort comme à raison, c'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui est pas blanc qui est immigrant, là, mais on parle d'intégration. Ça semble être toujours ça. Il faut que les gens s'intègrent, puis s'ils veulent pas s'intégrer, qu'ils retournent dans leur pays. Mais je pense que les gens, qu'on commence à leur demander, OK, mais c'est quoi l'intégration? Je pense que pour de vrai, on devrait parler de désintégration. Ouais. De vrai. Le gouvernement va nous servir Roberge, en ce moment, l'exemple de l'école Bedford, pour parler de à quel point qu'il faut genre aider à mettre des communautés à niveau de nos standards. Mais des écoles où il y a eu des abus... Les pensionnats autochtones, c'était pas des immigrants, là? C'était les centres jeunesse. Les centres jeunesse. Voilà. Tu sais, quand l'ordre du temple solaire sac tout en feu à Morin Heights, on fait pas, là, les Blancs, faut se check, là, genre, parce que... Tu sais, quand on fait des retraites de yoga, on est-tu en danger? Il y a des montées. Fait que, c'est ça! Fait que, dans le fond, oui, l'école Bedford, clairement, il y a des actions à poser pour changer les choses, changer la donne, mais de là à stigmatiser des communautés, à penser qu'elles ne peuvent pas faire preuve de sophistication, c'est là que, selon moi, ça devient dangereux. Puis ça me fait penser notamment au rapport Pelchat-Rousseau. C'est un comité d'études sur le respect des principes de la loi sur la laïcité de l'État. Lui, il est tout nouveau, tout chaud, ce rapport-là. Il a été déposé le 26 août 2025, je crois. Rousseau. Guillaume Rousseau et Christiane Pelchat. Donc, et dans ce rapport-là a 50 mesures, 50 recommandations, mais il y en a une qui touche le zonage et la fiscalité. Et ce que le gouvernement prévoit, c'est que à terme, les organismes de bienfaisance religieux vont perdre leur statut d'organisme de bienfaisance. Et les églises et mosquées et synagogues, tous les avantages, ce qu'on présente comme des avantages fiscaux, il y aura une perte de tout ça. Fait qu'il y a un paquet d'entités qui vont mettre la clé... qui sont des acteurs importants dans le milieu communautaire. Qui tiennent le tissu social de différentes communautés. Quand tu viens d'arriver, tu as besoin d'un pied à terre, tu as besoin de sécurisation culturelle, si je peux m'exprimer ainsi. Tu fréquentes ces endroits-là avant de faire face au quotidien par toi-même. Puis ça, les répercussions que ça va avoir, pour de vrai, je trouve ça tellement, pas sournois, mais je trouve ça hyper stratégique de la part du gouvernement d'y aller par l'angle de la fiscalité, puis aussi du zonage, de ce qui est permis à tel endroit puis tel endroit. Cool. Ça veut dire que nos organismes communautaires vont être gérés par le privé, par des entreprises comme DevCore. Qui vont continuer ce super travail de capitaliser sur la détresse et la pauvreté. C'est une évidence, honnêtement, que les néolibéraux, les libéraux en général, ont causé peut-être même plus de dommages au tissu social en performant cette affaire-là. Puis en décourageant une gauche qui vote pour eux, qui voit pas de résultat, puis qui finit par soit ne plus voter ou aller voter à droite en disant « Hey, fuck off, là, on a essayé, ça a pas marché ».
Puis effectivement, je veux dire, j'ai pas grand-chose en commun avec les conservateurs, mais c'est vrai qu'au moins, ils ont l'honnêteté de se présenter puis de dire « This is what we think », puis c'est ça qu'on veut. Tandis qu'on dirait qu'avec les politiciens, la gauche médiatique puis la classe politique qui se dit de gauche... C'est tout un faire semblant. C'est un mirage, puis ça nous emmène dans un mur. Ça donne un plus gros vertige au niveau du sentiment de trahison. Ouais. Parce que tu m'as donné de l'espoir pendant tout ce temps-là, qu'on s'en allait quelque part, puis quand tu te fais une job, une place, puis tu me demandes même de participer à ta campagne ou de la financer, ben j'ai pas nécessairement, si on peut utiliser ces termes-là, j'ai pas nécessairement un retour sur mon investissement de confiance. Tu es tout à coup moins disponible pour qu'on parle des enjeux de fond, mais quand il s'agit d'être devant une caméra puis de mettre les bras dans les airs alors qu'on est dans un échec sociétal abyssal, oui, viens. Puis on voit ça dans le milieu culturel aussi, là. Tu sais, des gens qui vont utiliser des causes pour se tailler une place, pour faire des différents projets, puis en tassant toute personne qui pourrait avoir une critique sur l'éthique qui est dans cette stratégie de positionnement-là. Genre, pourquoi on n'a pas plus entendu parler de Caroline Souffrant, qui fait un travail extraordinaire à dénoncer les inégalités sociales de classe, mais aussi de race, et que, ben, de ce que j'ai compris, a dû s'exiler en Alberta pour fuir un peu l'oppression qu'il vivait. De toute manière, il n'y a pas assez de personnes racisées dans les médias. Puis ceux qui y sont s'embourgeoisent à un point tel que les communautés ne peuvent pas s'y rallier, j'ai l'impression. Ben toi, tu parlais même aux 4 ans, changer les représentants. J'étais dans le délire quand je t'ai envoyé je comprends l'idée de dire, c'est ça, quand on vous laisse trop longtemps en haut, dans les banquets, puis dans les poignées de main, ben, à un moment donné, vous perdez tout contact. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est pas des problématiques qui sont spécifiques, je pense, mais c'est une problématique qui est partout, mais c'est le fun de reconnaître qu'elle n'est pas seulement chez nous non plus. Là. Elle est partout. En ce moment, il y a des organismes qui n'ont pas pris la parole depuis que j'ai pas entendu de façon prononcée dans l'espace public, depuis, par exemple, la mort de Nourane ou d'autres décès juste un peu avant. Mais c'est des organismes qui se sont créés dans la foulée de la mort de Freddy Villanueva, que j'ai même aidé à démarrer. Puis je pense à Hoodstock, par exemple. Alors qu'à chaque fois qu'il y avait, que ce soit la mort de Riley Valsin, qui a été tué à la Grande Route du Vieux-Port de Montréal, que ce soit Nicholas DeAndre Spring, qui a été tué par un gardien de prison à Bordeaux, que ce soit Janai Dopoil-Berly, qui est mort à 2 pas de son école à Côte-des-Neiges. Ce n'est que des GoFundMe qui viennent à la rescousse. Puis quand je dis GoFundMe, c'est les gens eux-mêmes qui se disent « organisons-nous par le prisme de cette technologie » ou pour qu'il y ait une cagnotte pour un peu soutenir la dignité de la famille. Mais ce n'est pas tous les gens qu'on nous présente comme des affranchis des enjeux de classe qui prennent de leur pocket money pour soutenir les soupirs des gens, là. Puis pour Nourane, j'ai une grande peur que le seul legs des communautés noires par rapport à la violence policière qu'on peut léguer à d'autres communautés qui en vivent, que ce soit Ronnie Kay, qui est homme d'origine chinoise, mort à Verdun, puis âgé de 38 ans, ou que ce soit Nourane, afghan, décédé tout récemment, que ce soit un legs qui a des allures un peu extractivistes, parce que nous-mêmes, on ne récolte que des échecs à date. On n'a pas eu de gain. Fait que voilà.